Bienvenue dans cette nouvelle exploration. C'est quand même fascinant quand on prend le temps d'observer comment la psychologie humaine opère en coulisses, n'est-ce pas? L'esprit humain possède une architecture incroyable, qui n'est pas seulement conçue pour traiter l'information, mais surtout pour survivre. Et attention, on ne parle pas uniquement des menaces physiques ici. Parfois, le plus grand danger auquel notre esprit est confronté, c'est la douleur émotionnelle, l'échec ou la perte de l'estime de soi. Alors plongeons tout de suite dans le vif du sujet et regardons comment notre cerveau déploie, de façon totalement inconsciente, de véritables boucliers secrets pour nous protéger de nos propres angoisses. Pour bien comprendre ce concept, rien de tel qu'une histoire classique tirée des Mille et une nuits. On connaît tous plus ou moins l'histoire du pêcheur et du génie. On a ce pauvre pêcheur qui essaye juste de nourrir sa famille et qui remonte un vieux vase en cuivre scellé. En l'ouvrant, il s'attend forcément à une récompense ou au pire à vendre le métal, et là, un génie géant en sort. Mais au lieu de lui accorder 3 vœux ou de le couvrir de trésors pour le remercier de l'avoir libéré, le génie lui lance une menace absolument glaçante. « Je vais te tuer. Choisis comment tu veux mourir. » Attendez quoi? C'est une réaction complètement irrationnelle. Le pêcheur vient littéralement de lui sauver la mise. Pourquoi une telle hostilité envers un sauveur innocent? En fait, l'explication psychologique derrière ce comportement qui semble insensé est absolument captivante. L'esprit du génie a traversé un processus en 3 étapes très spécifiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que le génie a été emprisonné par le prophète Salomon. Pendant des centaines d'années, il a attendu, d'abord avec un peu d'espoir, puis avec une rage grandissante. Mais comme il ne pouvait pas exprimer cette colère directement envers Salomon, il a utilisé une première stratégie, l'étape 1, le refoulement. Il a complètement enfoui cette rage au plus profond de lui. Sauf qu'avec le temps, la pression est devenue insoutenable, et c'est l'étape 2, le point d'ébullition. C'est là qu'intervient l'étape 3, la stratégie finale, le déplacement. Le génie ne pouvait pas se venger de Salomon, alors son esprit a fait un petit tour de passe-passe totalement inconscient. Il a déplacé toute cette agressivité accumulée sur la toute première personne qu'il a croisée, c'est-à-dire le pauvre pêcheur. Ce conte illustre une dynamique psychologique bien réelle, ce qui nous amène à explorer la théorie derrière ces fameuses astuces mentales. Première partie, le jeu d'équilibriste de l'ego. Pour visualiser tout ça, on doit se tourner vers la célèbre théorie freudienne de la personnalité. Imaginons que notre esprit est divisé en 3 parties qui passent leur temps à négocier. D'un côté, on a le ça. C'est la partie primitive, celle qui ne recherche que le plaisir immédiat et qui veut agir sur des pulsions souvent, disons, inacceptables. De l'autre côté, on trouve le surmoi. Ça, c'est la voix de la conscience, la version idéalisée, ultra stricte et perfectionniste qui dicte en permanence ce qu'il est moralement correct de faire. Et en plein milieu de ce champ de bataille, on a le moi. Le moi, il faut le voir comme un diplomate extrêmement stressé. Son job, c'est de trouver un compromis, de satisfaire les pulsions du ça sans s'attirer les foudres du surmoi, tout en gérant la réalité du monde extérieur. C'est pas une mince affaire. Donc le truc crucial à comprendre ici, c'est que se passe-t-il quand ce pauvre diplomate est complètement débordé? Quand le conflit entre nos désirs bruts et notre morale devient trop intense, ça génère une anxiété littéralement insupportable. Alors pour éviter un effondrement psychologique total, le moi déploie ce qu'on appelle des mécanismes de défense. Pour faire simple, ce sont des stratégies inconscientes, des sortes de filtres émotionnels qui vont déformer, nier ou transformer la réalité. Tout ça dans un seul but, nous protéger, sauver notre confiance en nous et maintenir l'illusion que l'on garde le contrôle. Deuxième partie, illusion et distorsion. Bon, la théorie peut paraître un peu abstraite, mais ses applications sont incroyablement familières. Pour rendre ça concret, regardons un peu l'arsenal que notre esprit a à sa disposition au quotidien. Prenons d'abord la régression. Face à l'angoisse de vieillir, c'est super courant de voir un homme d'un certain âge adopter un style vestimentaire ou des comportements d'adolescent pour s'accrocher désespérément à sa jeunesse. Ensuite, il y a la compensation. Un étudiant qui accumule les mauvaises notes pourrait très bien détourner toute son énergie vers le sport et devenir une véritable machine à la salle de musculation. C'est une façon de masquer le sentiment d'échec scolaire par un succès physique éclatant. Et puis on a l'inhibition du but. Imaginons un joueur de foot qui rêve de jouer dans les plus grands clubs d'Europe. Si au fil des années il n'y parvient pas, il finira inconsciemment par se convaincre que jouer pour la petite équipe de son quartier était finalement son véritable objectif depuis le début, prétextant qu'il n'a jamais supporté le climat européen de toute façon. C'est une technique redoutable pour baisser la barre et éviter la brûlure de la déception. Et d'ailleurs, l'histoire regorge d'exemples grandioses illustrant ces mécanismes. Prenons le célèbre poète Bachar ibn Bourde. C'était un homme aveugle, doté d'un physique qui, malheureusement, lui attirait les moqueries sévères et constantes de ses contemporains. En réponse à cette exclusion sociale d'une brutalité inouïe, il a développé une arrogance absolument féroce. Dans l'un de ses poèmes, il s'est littéralement comparé au souverain suprême de son époque en balançant « Je suis exactement comme le calife, même élégance, même douceur, même intelligence ». Il allait jusqu'à écrire des vers où il se décrivait comme un guerrier surpuissant, terrassant des rois arrogants. Des choses qui, évidemment, n'existaient que dans son esprit. Ce que faisait ce poète, c'était pas juste un petit mensonge pour se mettre en valeur, c'était de la pure survie mentale. Il utilisait massivement le fantasme et l'identification. Face à un immense sentiment d'infériorité, l'inconscient construit de toutes pièces une réalité alternative pour se protéger.
Et c'est très exactement le même mécanisme, à une échelle un peu différente bien sûr, quand on est supporter de foot et qu'on s'écrie fièrement « On a gagné !» après la victoire de notre équipe. C'est un moyen d'absorber le succès de quelqu'un d'autre pour masquer, même temporairement, nos propres petites défaites du quotidien. Cela dit, tous ces boucliers ne sont pas inoffensifs. Parfois, l'armure devient si lourde qu'elle finit par emprisonner. Regardons un peu ce que ça donne dans des situations plus sombres. Troisième partie, imiter la menace. La littérature capture souvent ces dynamiques complexes de façon magistrale. Dans l'excellent roman Le voleur et les chiens de Naguib Mahfouz, on suit le protagoniste, Saïd Marran, qui est un homme littéralement détruit. Il a tout perdu, y compris sa propre fille, qui refuse désormais de le voir. La réalité de cette perte est d'une telle violence psychologique que pour ne pas devenir complètement fou, son esprit refuse tout simplement de l'intégrer. Du coup, Saïd se réfugie constamment dans des fantasmes hyper élaborés où sa fille lui sourit et revient vivre avec lui. Ici, le fantasme agit comme un puissant sédatif. Mais le vrai danger, c'est que ça le paralyse. Ça l'empêche d'affronter la réalité et de passer à autre chose. C'est comme suivre une fausse lumière au bout d'un tunnel qui n'existe même pas. Il y a un autre mécanisme fascinant et franchement beaucoup plus déroutant qui a été observé par la psychanalyste Anna Freud. Elle raconte le cas d'un jeune écolier qui passait son temps à déranger sa classe en faisant des grimaces totalement ridicules, et ce, bizarrement, surtout pendant le cours d'un professeur bien précis. Après l'avoir observé de plus près, on s'est rendu compte que les grimaces de l'enfant étaient en fait une parodie des expressions de colère de ce prof en particulier, qui était connu pour être extrêmement sévère et effrayant. C'est ce qu'on appelle l'identification à l'agresseur. En gros, l'enfant était mort de peur, et pour ne plus subir cette peur d'une figure d'autorité, son esprit a pris une décision radicale, devenir lui-même la source de cette peur. En imitant le prof, il reprenait le contrôle. C'est un mécanisme d'une puissance incroyable qu'on observe malheureusement souvent chez les victimes de maltraitance sévère, qui finissent tragiquement par adopter les comportements cruels de leurs propres bourreaux. Quatrième partie, les mécanismes de défense positifs. Jusqu'ici, on pourrait facilement croire que tous ces mécanismes sont dysfonctionnels ou toxiques, mais c'est pas du tout le cas. Notre esprit est aussi capable de véritables chefs-d'œuvre de résilience. Le contraste entre une défense dite immature et une défense mature est assez saisissant. Imaginons quelqu'un avec une forte agressivité latente, due par exemple à une enfance dans un environnement très difficile. La voie d'une défense immature, ce serait d'exprimer cette violence sans aucun filtre, ce qui mènerait inévitablement à des actes de délinquance et au rejet total par la société. Par contre, le mécanisme mature va transformer cette énergie. Cet individu pourrait très bien devenir un joueur de rugby professionnel ou un grand spécialiste des arts martiaux. Toute cette violence brute est redirigée vers une activité hyper structurée qui est non seulement acceptée, mais même célébrée et rémunérée par la société. C'est une transformation littéralement magistrale. Cette petite magie psychologique, elle porte plusieurs noms. On vient de voir la sublimation, qui permet de transformer l'inacceptable en excellence. Ensuite, on a l'humour. C'est sans doute l'une des défenses les plus matures jamais inventées par l'esprit humain. Ça permet de regarder la tragédie bien en face sans en être anéanti, en riant de ses propres malheurs pour en atténuer la brûlure. Il y a aussi l'altruisme. Anna Freud décrit l'histoire d'une petite fille qui a grandi dans une immense pauvreté, constamment privée des beaux vêtements dont elle rêvait. Devenue adulte, au lieu de sombrer dans l'amertume, elle est devenue une nourrice incroyable, se battant farouchement pour que les enfants dont elle s'occupait ne manquent jamais de rien. Son propre manque est devenu le moteur d'un dévouement exceptionnel. Et enfin, l'intellectualisation. Prenez un enfant qui perd un de ses parents d'une maladie incurable. C'est une douleur qui ne s'efface jamais. Mais en grandissant, en étudiant comme un forcené pour devenir oncologue, cette personne va placer le filtre de la science, des statistiques et de la médecine entre elle et son traumatisme. Ça rend l'insupportable gérable et au final, ça devient utile pour sauver d'autres vies. Cinquième partie, démasquer l'esprit. Au final, toutes ces stratégies tournent en tâche de fond, en permanence. Et la vraie sagesse, c'est d'apprendre à les repérer. Notre identité même est construite sur des couches sédimentaires formées par ces mécanismes de défense. L'idée, ce n'est surtout pas de les détruire aveuglément. La vérité, nue du monde extérieur, est bien souvent trop dure à encaisser sans aucun filtre. Non, le vrai défi, c'est l'introspection tactique. C'est d'être capable de faire pause et de s'interroger sur la vraie nature de nos réactions. Pourquoi réagit-on avec une telle agressivité face à une toute petite critique ? Est-ce vraiment de la colère ou bien une peur profonde qui refait surface ? Il faut réussir à faire la part des choses entre la muraille qui nous protège de la tempête et celle qui nous enferme dans l'obscurité et nous empêche d'évoluer de manière authentique. Ce qui nous amène à une réflexion finale assez vertigineuse. Il arrive que l'on passe une vie entière à défendre corps et âme une idée, un choix de carrière ou même un choix de partenaire, en étant intimement persuadé d'être aux commandes. On fonce en pensant mordre la vie à pleines dents, alors qu'en réalité, on est peut-être juste en train de fuir une peur bien cachée. Le métier qu'on fait tous les jours, ou les combats qu'on mène avec tant de ferveur, sont-ils vraiment le reflet d'une passion authentique, ou bien s'agit-il d'un bouclier mental incroyablement élaboré pour nous protéger d'un désir qu'on n'ose même pas s'avouer ? C'est une question très complexe, mais qui mérite vraiment d'être explorée en profondeur.